Donc le titre de mon intervention est fiction, dispositif fictionnel, fictivité à l'épreuve des Sonderkommando. 3 mots sur les Sonderkommando. Les Sonderkommando rassemblent des caractéristiques et des fonctions qui sont les suivantes. Ce sont des témoins de par leur fonction et leur place dans le quartier des chambres à gaz, nommés plutôt bunkers. Certains d'entre eux sont des auteurs de témoignages écrits durant l'extermination qu'ils ont enfouis et pour les survivants, ils ont produit aussi un certain nombre de dépositions durant les procès. Donc c'est aussi des gens qui ont témoigné et par écrit et dans les tribunaux. Ils ont été aussi des résistants qui ont mené un soulèvement du camp d'Auschwitz, le seul soulèvement, le 7 octobre 1944. Ce sont aussi des victimes de la Shoah, car ils étaient destinés à être assassinés en tant que juifs, mais aussi en tant que Sonderkommando. Alors les Sonderkommando n'étaient pas que juifs, il y avait aussi des Polonais et beaucoup de prisonniers juifs, de prisonniers russes, de l'armée russe. Mais du fait qu'ils ont dû, sous la contrainte, collaborer au processus d'extermination, on les a rangés aussi dans ce que Lévy a appelé la zone grise. Ce faisant, leur image, souvent très très négative, y compris chez les déportés eux-mêmes, et d'abord chez les déportés, est associée à un sentiment de honte ineffaçable. Alors, l'idée de cette intervention était d'une part, parce qu'effectivement, il y a un corpus filmique, mais l'idée c'était de se dire, mais qu'est-ce que le cinéma, comment le cinéma a bien-il pu traiter des Sonderkommando, et de quelle manière? Alors, petite précision, en fait, Sonderkommando, c'est un terme qui est lié à Auschwitz. À Sobibor et à Treblinka, on les appelait des Arbeitsjuden, mais bon, c'était sensiblement le même travail qu'ils avaient à faire et la mort qui les attendait, sauf pour ceux qui ont réussi à s'évader à Sobibor et à Treblinka, ce qui n'a pas été le cas à Auschwitz. Un des traitements majeurs des Sonderkommando, sur lesquels je vais principalement me focaliser, concerne leur révolte, justement, du 7 octobre 1944. En effet, on comprend facilement que leur action, même si pour Auschwitz la portée de cette action fut surtout symbolique, puisse être prise pour exemple et s'intégrer facilement dans un récit filmique ou théâtral sur les camps. Alors, petit détour théâtral, le corpus n'est pas exhaustif, parce que dans ce cas, ça aurait demandé une intervention beaucoup plus longue, il y a beaucoup de films, et il y a quand même quelques pièces de théâtre qui les mentionnent, mais là, je vais m'arrêter un petit peu sur la pièce de théâtre de Primo Levi. Donc, la révolte des Sonderkommando est effectivement prise en exemple par Primo Levi, dans la pièce qu'il tire en 1966, dont on a parlé hier en fin d'après-midi avec Christian, et où il place dans ses didascalies beaucoup plus d'informations qu'il n'y avait dans la scène équivalente, dans son récit testimonial, paru en 1947 et en 1958. Ils deviennent les symboles désespérés, donc avec Primo Levi, pour cette adaptation, les symboles désespérés de la dignité humaine. D'ailleurs, celui qui est pendu, figure exemplaire construite par Lévy d'un complice des Sonderkommando qui aurait voulu que la révolte se propageât dans le camp tout entier, lance, juste avant d'être pendu, aux déportés massés sur la place d'Appel, je suis le dernier. Alors, Primo Levi se saisit de ce condamné qui est pendu pour, dans des didascalies, parler beaucoup plus longuement qu'il ne l'avait fait des Sonderkommando, qu'il avait tout au début, en 1945, plutôt mésestimé et méjugé plutôt que mésestimé, même puisque ses premières paroles sur les Sonderkommando étaient de dire que c'était des criminels sanglants, qui prouvaient qu'ils ne connaissaient pas du tout de quoi il était question. Et puis, se documentant et étant poursuivi par cette question, même bien après cette pièce, puisqu'on retrouve un chapitre dans son dernier recueil où il en parle, évidemment, il est revenu sur ce premier jugement. Donc pour revenir sur la pièce, si j'ai aux marges du cinéma voulu mentionner cet extrait, c'est parce que les Sonderkommando lui permettent de souligner fortement le binôme révolté versus déporté passif, puisqu'en disant je suis le dernier, en fait, c'est pour aussi se montrer avec les autres déportés qui sont soumis à la vision de cette exécution. Alors, je vais essayer de faire marcher le... Il retient ces Sonderkommando en revenant sur son jugement pour les articuler dans un binôme aux déportés passifs. Sans rien mentionner de plus sur les gazages, sujet que Lévy ne traite pas avec eux, alors que la pièce comporte intentionnellement une portée didactique qui s'adresse à un public italien ne sachant pas grand-chose sur Auschwitz à l'époque, et encore moins sur Birkenau. Ainsi, avec, pourrait-on dire, les meilleures intentions du monde, Lévy fait des Sonderkommando un révélateur de la déshumanisation des déportés ordinaires, mais pas un véhicule testimonial sur le génocide.
D'ailleurs, cette pièce marque dans son œuvre un tournant moral, bon, j'y avais un petit peu insisté avec Christian hier, qui n'est pas sans rapport avec l'intérêt de Lévy pour le fait de résister. Il laissera désormais définitivement la question de la souffrance à partir de cette pièce concentrationnaire pour s'attacher à ne parler que de la solidarité et de l'humanité. Il reparle, la figure du musulman revient dans son essai, La zone grise, mais c'est un essai et donc pas des nouvelles, donc on change complètement de genre. Passons au film maintenant. Alors là, ce que j'ai mis un petit peu en fond, c'est des extraits d'abord des répétitions et ensuite de la pièce, des photos de la pièce de Primo Levi et l'exécution du complice des Sonderkommando. Donc les films. Précédant de quelques années seulement la pièce de Lévy, Exodus, donc 1960, le film de Otto Preminger propose un tout autre traitement du sujet. Au milieu du film, alors que les passagers du navire devenu légendaire ont mis pied sur terre, le jeune Dolph Landau se porte rapidement volontaire pour entrer dans les rangs de l'Irgun. Pour cela, il subit un interrogatoire. Au début, il se présente comme un rescapé de la révolte du ghetto, lors de laquelle il aurait appris à manier la dynamite. Après maintes circonlocutions et bafouillages, sous la pression augmentante du chef de la brigade, le jeune rescapé en sueur et perdant ses moyens avoue, au bord de la panique, avoir appris à manier les explosifs en travaillant dans le Sonderkommando d'Auschwitz. C'est ainsi que ces derniers creusaient les fosses où étaient entassés les juifs gazés avant que les crématoires ne soient mis en service. D'abord, ces informations, pour quiconque sait un petit peu sur le processus d'extermination, sont parfaitement fantaisistes. La seule poudre que les Sonderkommando n'aient jamais eue leur a été passée clandestinement et venait de déportés qui travaillaient à l'Unionwerk, à une usine d'armement non loin du camp. Qui plus est, l'acteur qui joue Dolph Landau s'écroule en confessant que les SS s'étaient servis de lui, que je cite, comme d'une femme. Surjouant d'ailleurs une sorte de faiblesse défaillante, ne trompant absolument aucun des durs à cuire qui l'entourent et qui le questionnent. Le film mythique accumule ainsi tous les clichés de la faiblesse des femmes qui, déportées, ne pouvaient être des héros, à l'évidence, donc servaient sexuellement aux SS. Avec la honte de ceux qui donc il y a une collusion avec la honte de ceux qui collaboraient au gazage de leur peuple. Autrement dit, pour que la honte soit sursignifiée, c'est l'asservissement sexuel, et en l'occurrence homosexuel, qui est convoqué pour parler des Sonderkommando. Ceci s'effectue à travers aussi la question, ça se situe dans l'horizon de la révolte, la double révolte, puisque c'est du combat de l'Irgun et sur fond de révolte dans les ghettos. Ceci s'effectue en valorisant évidemment par opposition les véritables combattants du ghetto, reconnus comme des héros à part entière. Derrière des clichés humiliants, est-ce aussi la zone grise qui est indirectement désignée? C'est tout à fait possible, puisqu'effectivement, la question des Sonderkommando, comme celle des capots, était une large zone d'ombre dans le traitement et dans la conscience de la Shoah en Israël. Peut-être. Mais sans aucune, ce qui concerne la zone grise, mais sans aucune prétention explicative, laquelle ne pourrait convenir au genre de cette épopée à thèse. À quoi s'ajoutent les erreurs historiques avec lesquelles ce genre de fiction se donne toute licence. C'est, il faut le dire, un des points forts, l'erreur, voire la falsification historique, du sort d'un autre film, Le Triomphe de l'Esprit, triomphe qui sort en 1989 et qui réserve une part spécifique aux Sonderkommando. Le film est de Robert Young et l'acteur principal est Willem Dafoe. Le film, dont le titre inspiré vient probablement s'opposer au triomphe de la volonté, est, comme on dit, tiré de l'histoire vraie de Salomo Arouche. L'essentiel du film porte sur la façon dont ce redoutable poids moyen, boxeur, champion de boxe anglaise, réussit à survivre en gagnant des combats de boxe, 208 semble-t-il. Mais le film ne montre pas que donc il gagnait des combats de boxe, et c'était aussi sa condition pour survivre et faire survivre sa famille. Le film ne mentionne pas que les vaincus, eux, étaient abattus après avoir été mis KO. Les contacts qu'il parvient à maintenir avec sa famille occupent une grande place et c'est à travers eux que la violence du camp est montrée. Chaque séquence focalisée sur un membre de celle-ci, son père ou sa femme par exemple, est particulièrement chargée de pathos, accompagnée de musique aussi extrêmement pathétique.
une montée en musique très pathétique. Plusieurs plans des séquences montrent les fosses qui brûlent. Un membre de la famille est intégré aux Sonderkommando vers la moitié du film, permettant de découvrir par ses yeux le quartier des chambres à gaz, le bunker, et de ses crématoires. Jusque-là, rien ne pose de véritables problèmes si l'on considère les limites du genre. C'est à la fin que s'accumulent les erreurs. Comment finir est effectivement un problème auquel se heurtent nombreux créateurs, et cela représente notamment, à propos des camps et de la Shoah, une question en soi. Dans le triomphe de l'esprit, une série d'événements incohérents se précipite en guise d'épilogue. Le héros, soudainement, est intégré, donc on est à la fin du film, est intégré aux Sonderkommando. Aussitôt, il se trouve pris dans la révolte, qui est représentée comme dans un rêve. La révolte sauvagement réprimée, on le voit qui sort des ruines du bunker, qui, suppose-t-on, a sauté. L'amas de blocs de béton donne l'impression que la déflagration a pulvérisé le bâtiment comme si une bombe était tombée dessus, une bombe d'un avion. C'est un amas de blocs de béton. Ce qui est un détail absolument inexact. En ce qui concerne la révolte des Sonderkommando, c'est un détail exact quand les SS font sauter les crématoires au moment où ils évacuent le camp. Puis il est arrêté et torturé. Torturé à plusieurs reprises, laissé dans un état lamentable dans sa cellule. Nombreux déportés, que l'on suppose être aussi des Sonderkommando, sont fusillés. Lui, endosse un peu le rôle de l'innocent qui, comme Fabrice, ne comprend pas où est ce qui s'est passé, puisque de toute façon, il serait arrivé au moment où la révolte a éclaté. Et il échappe miraculeusement. Il n'est pas évacué durant les marches de la mort et se trouve là encore miraculeusement à sortir du bloc où il avait été interrogé alors que le camp est vide. Autre invraisemblance, l'herbe est verte, le temps clément, alors que la dite libération d'Auschwitz s'était faite évidemment en plein hiver. Le souci de Tim Nelson, réalisateur de la troisième fiction dont je vais parler, The Grey Zone, sorti en 2001, qui n'est jamais sorti en France, qui est sorti, il y a une version en Italie, en Allemagne, en Espagne, aux États-Unis bien sûr, puisque c'est à l'origine aux États-Unis qu'il sort, semble être, lui, il n'a pas commis autant d'erreurs. Hein, le travail est beaucoup plus scrupuleux sur le scénario. Pourtant, il nous réserve quelques surprises. Les sources sur lesquelles sont basés le film tiennent au livre de Miklos Nisli, le livre, c'est le titre en français, Médecin à Auschwitz, qui est en fait le recueil d'un médecin d'un médecin juif hongrois qui avait un statut privilégié qui lui avait été donné par Mengele et qui a réussi à échapper au massacre à la fin de l'évacuation. Basé aussi sur le recueil de Primo Levi et basé aussi sur les recherches d'Andreas Kilian, qui est un des historiens allemands qui s'occupe principalement des Sonderkommando et qui a publié avec deux autres collègues un recueil qui est unique jusqu'à présent, Zeugen aus der Todeszone. The Grey Zone est le seul film jusqu'à présent dont le sujet principal est la révolte du 7 octobre 1944. À l'intérieur de ce récit, Nelson en enchasse un autre, qui est celui de l'épisode, alors mentionné par Nisli et qu'on retrouve aussi dans le livre de Primo Levi, de cette jeune femme qui a survécu à un gazage et qui fut d'abord recueillie, puis abattue, sans jamais sortir du bunker. Alors, il y a... Suzanne Suleiman m'a appris, et pour l'avoir vu, qu'il y avait une pièce qui avait été faite à partir aussi du livre de Nisli, mais cette pièce, elle, ne concerne, j'avais fait des recherches sur Internet, ne concerne, semble-t-il, que cet épisode précis. Et non pas l'ensemble de la révolte. Donc Nelson a, lui, inclus cette pièce, ce récit, le récit de la survivante, à l'intérieur du film, du propos du film qui est vraiment sur la révolte. Donc hormis cet épisode, le déroulement du film est sans surprise. On peut dire que cet épisode apporte un petit peu un rebondissement et une intrigue dans l'intrigue. Les préparatifs, on a droit donc effectivement aux préparatifs durant lesquels quelques séquences d'informations documentaires sont introduites. Mais l'information documentaire filmée en fiction, sur le fonctionnement, déclenchement de l'action, et puis le dénouement, qui finit par un massacre. Et où tous les insurgés et une grande partie de leurs complices sont exécutés, mais pas tous les Sonderkommando, parce qu'après cette révolte, les chambres à gaz vont encore fonctionner pendant un mois et demi à peu près.
À l'exception donc de l'anachronisme de l'arrestation des ouvrières de l'Union-Werk, celles qui fournissent la poudre, qui pour des raisons de cohérence dramatique se fait en fait plus tôt que cette arrestation ne s'est faite historiquement dans la réalité. À l'exception également de la jeune rescapée qui n'a pas été tuée d'un coup de pistolet comme c'est montré dans le film, mais de manière beaucoup moins élégante entre guillemets, puisque dans le film il y a tout un effet de perspective d'un coup de bâton derrière la nuque. À l'exception donc de ces deux faits, le déroulement des actions suit celui des faits, sans écart, contrairement aux deux précédents exemples du triomphe de l'esprit et d'Exodus. Mais c'est du parti pris esthétique et de la scénarisation que vient le véritable problème. Il s'agit déjà de tout montrer, y compris l'intérieur d'une chambre à gaz au moment du gazage. Tout montrer n'est aucunement considéré comme une audace au regard des règles du réalisme hollywoodien auxquelles pas un pan du réel ne doit échapper. Il ne s'agit pas tant de rendre visible, si ce n'était que cela, encore le visible conserverait-il une part au moins de l'énigme qui lui est propre, mais de produire un visible surcodé, un visible strictement lisible à coups de stéréotypes et de scripts. Ainsi, la rescapée ne peut correspondre qu'à une jeune femme au physique touchant. Harvey Keitel prête son implacable faciès à l'Obersturmführer Moll, qui lui était connu pour être une espèce de redoutable prédateur à sang-froid, et ainsi de suite. On reconnaît la logique réaliste qui vise à faire reconnaître par des figures et des comportements culturels avant de faire connaître et même pour ne pas faire connaître d'une certaine manière. La révolte elle-même, le moment de la révolte, répondant au même principe, nous plonge quelques instants dans le film de guerre. Explosion, corps qui saute en l'air, riposte, assaut. Or, précisément, là où il y a une principale confusion, on peut dire, qui touche à la question même de la représentation d'Auschwitz, c'est que Auschwitz et la Shoah, ce n'est pas la guerre. Et donc, arriver à utiliser des modèles de guerre pour en parler, c'est déjà, on peut dire, commettre une erreur fondamentale dans l'essai de compréhension. Et c'est un problème qui relève de l'analogie, justement, du démon de l'analogie, comme disait Bouvresse. À la suite de quoi, les Sonderkommando, insurgés et quelques autres, tous couchés à plat, alignés sur le gazon de Birkenau, sont exécutés d'une balle dans la nuque. Le regard du spectateur est tout naturellement placé par la caméra à hauteur des têtes des condamnés. Alors, ça rappelle aussi une séquence qu'on retrouve à peu près équivalente du pianiste de Polanski. Même si la pression du marché ne laissait pas à Tim Nelson d'autre choix que ce traitement hollywoodien, on aurait pu espérer, comme en hommage aux victimes, qu'il nous montrât ceux qui écrivaient les témoignages et les ont enfouis avant la révolte. Gradowski, un de ses auteurs, était également chef de la révolte. Il aurait également pu faire référence aux tractations désespérées avec le réseau de résistance communiste qui refusa jusqu'au bout de donner son accord pour le soulèvement. Triste moment, aussi navrant que l'attitude de Roosevelt, même beaucoup plus navrant d'une certaine manière, de Roosevelt devant Jan Karski. Le désespoir qui en résulte au niveau des Sonderkommando est consigné très très précisément par Zalman Leventhal dans un écrit que devaient connaître au moins Andreas Kilian et Nelson. Dans les écrits de Zalman Leventhal, qu'il a lui-même enfoui avant d'être exécuté. Alors, d'une certaine manière, on peut se demander si une des limites de la fiction, c'est pas comment traiter de ce désespoir et au-delà de ce désespoir, du véritable abandon des Juifs qu'il y a eu et dont on voit d'une certaine manière les minutes transcrites par Zalman Leventhal dans son manuscrit. Si l'on met de côté les erreurs historiques, qui sont néanmoins de véritables erreurs pour des films qui revendiquent d'être tirés d'histoire vraie, donc qui à l'origine annoncent le pacte de l'histoire vraie, entre guillemets, comme c'est souvent annoncé, tous ces exemples ne retiennent des Sonderkommando que la question de la résistance. Ils les y réduisent sans même permettre une approche ni de la zone grise, ni de la condition des victimes. Au mieux, avec la pièce de Lévy, l'évocation des Sonderkommando s'inscrit en contrepoint pour mettre en évidence à quel point le système concentrationnaire nazi a réussi à réduire les déportés à des non-hommes privés de leur dignité fondamentale. Et avec Nelson, les Sonderkommando sont des désesperados, alors qu'ils auraient pu être le regard par lequel l'impossibilité de montrer la Shoah par les chambres à gaz se donnait à voir en tant qu'impossibilité. L'on ne retient des Sonderkommando qu'un enchaînement causal qui construit le vraisemblable. À cela, rien d'extraordinaire, très très conventionnel. Révolte, héros sacrifiés, récit abondamment nourri de clichés et d'une temporalisation des actions.
C'est le mimésis réaliste qui nous fait assister à une succession d'événements mis en intrigue, pourvus de quelques rebondissements. Tout est là pour que ça fonctionne. La fiction révèle ici sa fonction de colmatage d'un réel qui fait défaut, non d'ouverture pour le donner à penser. À cela, on pourrait répondre qu'il y a aussi une façon de montrer que les Juifs ne se laissaient pas, c'est aussi un argument, ne se laissaient pas, pour reprendre effectivement aussi cet argument qui renvoie à un triste lieu commun, conduire comme des moutons à l'abattoir. Que ceux-ci, dès lors qu'ils en ont eu les moyens, se sont révoltés. C'est aussi dans des circonstances différentes ce qui s'est passé à Treblinka le 2 août 1943 et à Sobibor le 14 octobre de la même année. Mais l'argument n'est pas satisfaisant. D'une certaine manière, il y a là, face à l'ampleur du crime, comme un refuge pour cet argument. En tout cas, une façon de ne pas interroger la question esthétique. S'arrêter à cette justification légitime un récit d'action c'est-à-dire qu'en s'arrêtant à cet argument, on légitime le récit d'action. Or, la question de la Shoah et de cette approche dépasse le récit d'action. Donc ça légitime un récit d'action qui, lui, demeure bien incapable de rendre compte de ce qui a eu lieu quand la violence dépasse la question même de l'action. S'arrêter à cet argument n'apprend rien sur la fiction comme limite de l'entendement, quand l'imagination elle-même reste démunie devant l'événement. Alors, y a-t-il une fiction ou quelque chose qui est ressorti à la fiction qui permette d'approcher l'expérience des Sonderkommando et d'entrer en rapport avec ce dont ils ont été témoins ? Effectivement, c'est peut-être du côté des témoins, des films qui ont fait intervenir des témoins comme tels, qu'il faut maintenant porter notre attention. Et ce sera, d'une certaine manière, ma deuxième partie. Je ne l'avais pas annoncé, mais il y a deux parties. Donc là, on arrive aux Sonderkommando comme en tant que témoins portés à l'écran. Et il y a un premier exemple très récent, sur lequel il est un peu délicat de porter un jugement, mais je vais quand même m'y risquer, qui est celui d'une belle entreprise de tournage sur les lieux mêmes d'Auschwitz-Birkenau avec des rescapés et qui a produit, qui a été produit en DVD avec pour titre Mémoire demain, réalisé en 2009 sous la direction de Raphaël Israël et d'Isabelle Ernaud, qu'on est un certain nombre à connaître, Raphaël Israël, et qui donne la parole à 20 déportés, parmi lesquels Henrik Mandelbaum, un des Sonderkommando rescapés qui a témoigné assez régulièrement ou devant les écrans ou durant des procès. Durant la séquence qui lui est consacrée, Mandelbaum indique avec précision quels étaient l'emplacement et la disposition des chambres à gaz détruites par les SS au moment de leur fuite. Ce que le Sonderkommando y faisait, comment se déroulait le gazage. Ainsi, Mandelbaum s'affaire en technicien et en homme de terrain. Et c'est là précisément que l'on peut s'étonner de voir le Sonderkommando en costume de spécialiste. Autant les autres survivants convoqués en tant que personnes relatent leur expérience de la Shoah, autant le Sonderkommando, requis en tant qu'expert, s'en tient au discours auquel, sans le vouloir vraiment, les réalisateurs du projet l'ont assigné. Discours certainement aussi dans lequel il s'est réfugié lui-même. Donc il faut voir par là que c'est plutôt un constat de cette limite du discours. Et on va essayer de passer à un autre niveau d'énonciation que s'en tenir au discours, comme un refuge dans le discours et dans le discours qui permet peut-être de se mettre dans la position de l'expert pour éviter de parler plus. Et ce sera un des exemples qui va suivre. On rejoint d'une certaine manière une sorte d'hyper-positivisme technique qui permet de retracer le processus du génocide, mais qui réduit aussi la question et le Sonderkommando à une sorte de caron sans âme qui aurait passé les morts ou passé les vivants vers les morts. Mais quand on voit cet épisode qui est pris dans une entreprise tout à fait louable de recueil de témoignages sur les lieux mêmes, on peut se demander, en ce qui concerne Henrik Mandelbaum, où est passée l'âme perdue des Sonderkommando, où erre-t-elle ? Il se trouve, justement, pour répondre à cette question, il se trouve qu'au début des années 1980, deux réalisateurs, je dirais presque trois, je vais y revenir, ont la même intuition. Partir de l'intention de documenter la Shoah en mettant la parole de rescapés, et notamment de Sonderkommando, au premier plan, mais non pas leur parole et non pas l'image.
Alors, deux histoires. Histoire de Yaakov et histoire d'Abraham. Yaakov a été Sonderkommando. Il vit en Israël, donc je vous raconte un petit peu le début du film, et c'est là que l'un des cinéastes, l'un de ces de ces deux cinéastes dont j'ai parlé, vient le filmer. Donc son intention est de faire un montage, une situation quasi psychodramatique dans laquelle et par laquelle Yaakov et sa famille, son épouse, ses deux enfants, vont raconter leur histoire. L'histoire de leur relation familiale pour aboutir au témoignage du père, ex-Sonderkommando, travaillant la nuit comme boulanger. Alors, le premier plan du film est on voit Yaakov en face du four de boulanger avec les pains qui rentrent, donc effectivement ça se passe de commentaires. L'épouse de Yaakov, quant à elle, a survécu à une marche de la mort, mais lors d'un bombardement, elle a été défigurée. En fait, Yaakov, lui, ne parle pas jusqu'à ce que la tension de la situation psychodramatique augmentant, il finisse par livrer son témoignage. Vous avez aussi une course dans un cimetière avec l'épouse, les enfants, Yaakov. T'as qu'à fermer ça, peut-être? Ça dure 2 minutes. Hein. Non, j'en ai plus besoin. Et son épouse derrière qui lui dit Bleib stehen, Yaakov, et qui répète voilà. Ça va? Jakob, bleib stehen! Warum laufst du weg? Du bist immer weggelaufen. Jakob, Jakob! Alors le film a pour titre, je vous dévoile quelques sources d'informations, le film a pour titre Ein einfacher Mensch, donc un homme simple. Ce sera un docudrama mais sans ajout d'archives. Il date de 86, mais son réalisateur, Karl Fröschmann, l'a fait précéder d'un documentaire, Zeugen, Aussagen zum Mord an einem Volk, où 60 survivants sont interviewés, et parmi lesquels Jakob Silverberg. Ce qui veut dire que, en fait, tout ce qui est, on s'en doute justement parce que il y a un peu un effet de kitsch qui est sur l'ensemble du film. Donc tout est joué, rejoué, répété et extrêmement préparé par ces acteurs qui jouent leur propre rôle. Alors, la faiblesse du film, on pourrait penser, et c'est ce jeu poussé pendant une grande partie du film, en tout cas, jusqu'au kitsch, et qui à l'évidence, met une sorte de distance avec un sentiment, avec une impression d'authenticité qu'on pourrait avoir en regardant et en écoutant les témoignages. Mais justement, le kitsch, il me semble, en tout cas, pas plus que le travelling, n'est une dénomination ou une qualification suffisante pour disqualifier et le film et l'intention.
C'est-à-dire qu'il faut le penser, le dispositif, et avant ça, le projet dans lequel ce kitsch s'insère et fonctionne. Le kitsch n'est pas simplement une espèce de mot-clé comme ça pour disqualifier un film. Car on peut aussi se dire que c'est par le surjeu du kitsch que ces personnes peuvent jouer leur propre rôle sans s'effondrer. Donc il ne faut pas systématiquement le disqualifier et trouver que effectivement c'est un jeu qui manque d'authenticité, mais au contraire, et d'une certaine manière, c'est peut-être grâce à ce surjeu que ça peut fonctionner, et sinon que ça aurait eu des effets assez désastreux et sur le film et sur les personnes. Et d'un autre côté aussi, ça vient interroger ce que notre propre attente du témoignage et le fait qu'on puisse être déçu d'une certaine manière par ces témoignages, et qu'attend-on du témoignage des Sonderkommando. Alors, j'ai pas évidemment même sur toute la longueur du film, ça peut un petit peu surprendre ce jeu et cette mise en scène, puisqu'évidemment notre perception est accoutumé à voir des films comme ceux dont je vous ai parlé, à savoir des films qui mettent en action, et avec des acteurs qui jouent sans aucune distance. Alors qu'ici, on a évidemment non seulement une mise en situation d'un véritable témoin et rescapé des Sonderkommando, mais pris dans un dispositif où il vient surjouer, et avec toute sa famille, son histoire et son rôle. Et d'une certaine manière, on ne l'a pas déjà vu. Si je n'ai pas montré de scènes de fiction, c'est que ces scènes de fiction, les scènes de fiction dont j'ai parlé, on les a déjà vues, même si on n'a pas vu le film. Alors que ce type de présentation du témoin est complètement différente. Deuxième histoire d'Abraham. Alors, Abraham est placé, et pour d'autres raisons, vous le connaissez, Abraham, est placé, pour d'autres raisons que celles des scènes de fiction, est placé par le réalisateur dans un salon de coiffure, non à New York où il habite, mais à Tel Aviv. Donc, vous avez compris, il s'agit d'Abraham Bomba, dans le film de Claude Lanzmann, Shoah. Donc, Bomba devient un acteur de son propre témoignage, parallèle avec Yakov, rejoint les scènes critiques. Après avoir de façon très maîtrisée rappelé son histoire, quelque chose surgit sous la pression de Lanzmann qui l'interroge sans ménagement, et une autre parole s'exhume de cet homme, une parole différente que son discours interdisait. Alors c'est justement, je ne vais pas reprendre les détails de la scène, je voudrais insister sur le fait que précisément, et c'est un petit peu dommage que l'intervenant de ce matin dont tu as pris très gentiment la place ne soit pas là, parce que s'il y avait une discussion ou un écho, ça pouvait être par rapport à cette intervention. Je pense que justement, il ne s'agit pas d'actes de discours, mais il s'agit de procédés qui permettent aux témoins, ou plutôt aux survivants, de faire effraction au discours qu'il tient, et que sa parole, ou que la parole de l'expérience fasse effraction à ce discours. Parce qu'il faut savoir aussi que ce soit Yakov, Zilberberg, mais aussi les différents témoins présents dans le film de Shoah sont des hommes qui ont répété leur témoignage. C'est-à-dire qu'il y a une fonction du témoin qui est lui-même prise dans son discours testimonial. Or, s'il est pris dans son discours testimonial, et dont un certain nombre de témoins souffrent aussi, et Primo Levi, par exemple, souffrait énormément d'être pris dans son discours testimonial à la fin des années 80. Et que un dispositif comme celui qui peut paraître un peu kitsch de Einfacher Mensch ou de Lanzmann dans Shoah est un discours qui justement est un dispositif qui justement va permettre aux témoins aux survivants de faire effraction à l'intérieur même de son discours testimonial, pour qu'une parole, la parole de l'expérience même, puisse surgir, qui n'est pas spécialement sa parole à lui, mais la parole de l'expérience. Alors, justement, sans reprendre les détails, bien que
comme tu l'avais très bien signalé aussi, Christian, par rapport au fait de reprendre les détails, on retrouve quelque chose d'une sorte de scénographie martyrologique. Il y a un phénomène qui me semble être le phénomène central dans cette scène, c'est que au moment où Bomba est déstabilisé, il bégaye, il bredouille des mots qui sont en fait, si on repasse le film, parce que c'est assez rapide, si par les miracles de la technologie, on peut repasser la séquence, en fait, il bredouille des mots en yiddish. Et c'est en passant par le yiddish que la parole du témoin, en tant que témoin et parole de l'expérience, arrive à faire effraction au discours. Et là, effectivement, Bomba parle de l'expérience du Sonderkommando. Mais d'une certaine manière, c'est en n'étant plus le témoin pris dans son discours. Bon. Et c'est par ce dispositif qui le malmène, mais la question n'est pas qu'il le malmène. La question est justement que ce dispositif-là, qui est une sorte de mise en scène, un dispositif fictionnel, je vais y revenir, permet cet avènement de la parole. Alors, ce qui était aussi, c'était aussi étonnant, c'est dans la première édition en 85 de Fayard, cette mention, puisqu'il y a la retranscription des paroles de Bomba, cette mention des quelques phrases murmurées en yiddish n'était pas présente et qu'elle est apparue dans la version en poche que tu as, Eric. Mais dans la première version, elle n'était même pas présente parce qu'il y avait quelque chose qui effectivement échappait. Mais ce quelque chose qui échappait, c'est ce que le dispositif fictionnel permettait et qui est relevé directement de la parole et non plus d'un discours. Alors, bon, je ne continue pas plus sur le détail de cette scène pour essayer d'aller vers la conclusion. Donc, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait presque trois réalisateurs. En effet, je pensais à Alain Jaubert et à son film à Auschwitz, l'album La Mémoire, contemporain des deux précédents, en 84, 85 et 86 pour celui de Feuchtmann. Le film de Jaubert n'a rien à voir avec les Sonderkommando. On a un montage de photos prises dans l'album d'Auschwitz avec 4 rescapés en voix off qui commentent les photos avec leurs propres souvenirs. Mais si ce film ne parle pas des Sonderkommando, c'est justement ça qui est important et sa proximité avec les deux précédents n'en est que plus évidente, puisqu'elle participe aussi d'un dispositif qui relève du même ordre. Ces trois réalisateurs ont eu la même idée, sans se connaître, au même moment, sensiblement, à 2 ans près, sans se connaître, et pour ainsi dire parallèlement. Par là, disant cela, je voudrais signifier que cette idée correspond à un possible esthétique que savent certains réalisateurs vont le savoir, certains artistes, certains dramaturges, certains écrivains qui parviennent, contrairement à Tim Nelson, par exemple, ou bien d'autres, y compris Polanski avec le pianiste, qui parviennent à se libérer de la pression des canons esthétiques hégémoniques de l'époque dans laquelle ils vivent, pour tâcher de se mettre en rapport avec l'événement sans prétendre à le maîtriser, en restant d'une certaine manière modeste face à l'événement. Alors évidemment, de tous ces films, je pense qu'il y a à la fois la maîtrise et quelque chose qui fait que Shoah se détache de toute façon de ces autres films, mais la question du dispositif est partagée entre ces différentes réalisations. Ces films répondent à une configuration dont l'esthétique se fonde sur la place aménagée à une éthique qui porte en son cœur la destruction, une éthique d'après Auschwitz, comme on peut dire d'après une œuvre, d'après un réalisateur, c'est-à-dire une éthique qui est liée aussi à cette question de la disparition et la destruction qu'elle porte en elle. Et ce sont bien des dispositifs fictionnels qui sont les opérateurs de cet aménagement de l'éthique dans l'esthétique. Donc à ne pas confondre, j'en vois à ma première partie évidemment, à ne pas confondre avec une esthétique qui cherche à prouver la vérité de la destruction par l'image. La preuve par l'image. Alors qu'évidemment, c'est là où on atteint la limite même de la représentation. Preuve par l'image, voulant tout montrer, y compris et même surtout l'intérieur d'une chambre à gaz. Comme si l'intérieur d'une chambre à gaz et sa rescénarisation pouvait nous indiquer quelque chose de la Shoah. Alors, si on essayait de thématiser cette idée, voilà ce que cela donnerait. Vous créez un dispositif fictionnel qui est une mise en scène. Une véritable mise en scène,
Tout se passerait donc comme si une part dramaturgique irréductible au cinéma venait de l'intérieur du cinéma, y fonctionnait pour lui donner la mesure, au sens musical, pour la parole en tout cas, de même que l'oral est irréductible à l'écrit et continue d'y résonner, comme pour porter les coups. Le dispositif étant créé, vous y placez un homme qui a fait conjointement l'expérience de l'extrême violence du génocide et de sa propre participation comme agent à cette violence, et comme agent de cette violence. Cette violence étant celle de son propre peuple, et qui a même pu voir sa famille ou des connaissances, des voisins, aller à la mort. Cet homme n'est ni un criminel, ni un collaborateur consentant, mais au contraire, il est du côté des victimes, sans pouvoir être vraiment reconnu de leur côté, car il a contribué à leur calvaire. Alors vous faites de telle sorte que le déroulement temporel de ce dispositif, que la réalisation même de ce dispositif dégage chez cet homme, ou permettent que de cet homme se dégage, comme d'un espace intérieur, la parole du témoin, et non du survivant. Parce que celui qu'on appelle le témoin aujourd'hui, c'est en fait le survivant qui a son discours testimonial. Et que cette parole du témoin, qui est la parole de l'expérience, vienne à se proférer, à s'énoncer. Or cela, seul un dispositif fictionnel peut le réaliser. Paradoxalement, il faut qu'il ne soit plus Sonderkommando survivant, mais témoin, qu'il ne soit plus le Sonderkommando agent de la destruction, et pour ainsi dire, qu'il ne soit plus Sonderkommando pour témoigner de son expérience de Sonderkommando. Il faut que le dispositif fictionnel lui permette de ne plus être celui qu'il a été pour qu'il puisse témoigner de ce qu'il a vu et vécu. Effectivement, là où le témoignage rate, c'est lorsque l'on maintient le Sonderkommando dans sa fonction, lorsque même on l'y enferme, ou dans d'autres cas, pour prendre les premiers exemples, on en fait un héros résistant. L'authenticité des Sonderkommando avec Feuchtmann ou avec Lanzmann est d'apparaître à l'écran comme à la scène, autrement que comme des Sonderkommando, libérés de ce costume qui leur colle à la peau comme l'opprobre de ce qu'ils ont accompli, émancipés de cette fonction, sans pour autant qu'on les fasse passer pour des héros, car les portes du bunker étant franchies, il n'y avait plus de héros possible.